Chapitre 1. Un camé en morceaux. Il y a des jours où même les esprits les plus rationnels ne peuvent s'empêcher de ressentir l'attrait des présages, ces étranges frémissements dans l'air qui murmurent que quelque chose est sur le point de changer. Je me souviens parfaitement d'un matin comme celui-ci, gris et vif, avec une brume qui s'accrochait au pavé devant Whitehaven Mansions, comme si Londres elle-même s'était arrêtée pour observer ce qui allait se passer. Hercule Poirot terminait sa deuxième tisane de la matinée, ajustant méticuleusement la position de sa serviette. Moi, son fidèle ami, le capitaine Hastings, n'en étais qu'à la moitié de mon café, distrait par la monotonie du Times et la perspective tout aussi monotone d'une nouvelle semaine sans incident. « Poirot, dis-je en pliant le papier, vaincu, tu dois bien l'admettre, il ne se passe rien dans le monde aujourd'hui. » Poirot ne leva pas les yeux. Il tamponna une miette invisible au coin de son assiette. « Au contraire, mon ami, dit-il doucement, il se passe toujours quelque chose. Il suffit de posséder petites cellules grises pour le percevoir. J'ai ri. Et que perçoivent vos petites cellules grises ce matin? Que notre courrier aura 5 minutes de retard, dit-il en jetant un coup d'œil à la pendule. Et que la femme qui franchira cette porte dans l'heure ne sera pas venue pour des plaisanteries, mais par peur. J'étais sur le point de lui demander ce qu'il voulait dire, quand exactement 5 minutes plus tard, la cloche a sonné. Miss Lemon, toujours prompte, apparut avec une carte sur un plateau. Poirot la prit, en examina les bords et haussa un sourcil. « Madame Céleste Dulac », lut-il à voix haute. Du théâtre du Lys, un nom connu de ceux qui suivent la scène française. Il a ajusté ses menottes. « Faites-la entrer, mademoiselle Citron. » Quelques instants plus tard, notre visiteuse entra. Elle était remarquable, grande, brune, avec l'assurance d'une femme habituée à la scène et au regard. Mais son expression était loin d'être théâtrale. Elle était tendue par l'inquiétude. « Monsieur Poirot, » dit-elle en s'inclinant légèrement. « Je suis venue vous voir car je crois qu'un événement terrible est sur le point de se produire. » Poirot lui fit signe de s'asseoir. « Dites-moi tout, madame. Depuis le début, s'il vous plaît. » Elle s'assit, lissant ses gants avec des doigts prudents. « Il s'agit d'un camé, un ancien en ivoire sculpté, serti dans un médaillon en argent. Il appartenait à ma mère et avant elle, à ma grand-mère. Il a toujours été un souvenir dans notre famille, sans valeur, mais sentimental. Et, si vous me le permettez, un peu superstitieux. Vas-y, dit doucement Poirot. Hier soir, il était brisé, ni tombé, ni fissuré par le temps, délibérément écrasé. J'ai cligné des yeux. Comment peux-tu en être sûr? Il était dans ma loge au théâtre, enfermé dans un tiroir privé, et quand je suis revenu après la dernière représentation, il avait été brisé et posé sur mon miroir pour que je le voie immédiatement. Poirot se pencha en avant, les doigts joints. Il n'y avait aucun signe d'effraction, aucun. Seulement le médaillon, ouvert, son cadran d'ivoire brisé, et ses morceaux disposés en un cercle parfait sur le bord du miroir. Elle s'arrêta et baissa les yeux. Et sur le verre, en rouge à lèvres, un seul mot, souvenir. Un frisson me parcourut la nuque. Poirot resta immobile, même si je vis un éclair dans ses yeux. « Tu n'as rien pris d'autre, ni argent, ni bijoux. Rien d'autre n'a été touché, seulement le caméo. Et avez-vous une idée de qui aurait pu faire une telle chose ?» Elle hésita. « Il y a des tensions au théâtre du Lys, des rivalités, des jalousies, mais là, ça paraît plus ancien, plus personnel. » Poirot hocha la tête une fois. « Vous avez dit que le médaillon n'avait pas de valeur? Pas financièrement, mais c'est lié à ma famille, au passé de ma mère. Elle n'en parlait qu'à voix basse. Ta mère est toujours en vie. Elle est morte il y a 5 ans, mais avant de mourir, elle m'avait prévenu. Si jamais le caméo se terminait,
cela signifierait que quelque chose allait arriver, quelque chose d'irréversible. Elle rougit légèrement. Je sais que ça paraît absurde, mais je feutre Monsieur Poirot. Celui qui a fait ça voulait dire un message. Poirot se leva et se dirigea vers la fenêtre. Dites-moi, madame, est-ce que quelqu'un d'inhabituel est entré dans votre vie récemment? Un nouvel admirateur, une ombre au théâtre, un changement d'environnement? Elle hocha lentement la tête. Oui, un homme. Il est venu à tous les spectacles cette saison. Il est toujours assis au 3e rang, n'applaudit jamais, ne parle jamais. Il part dès que le rideau tombe. Connaissez-vous son nom? Non, mais il laisse un œillet blanc à chaque fois. Poirot se retourna. Madame Dulac, me permettez-vous de visiter le théâtre ce soir? Bien sûr, je vous en serai reconnaissant. Il s'inclina. Alors nous observerons. Et peut-être que l'homme au 3e rang nous donnera notre premier véritable indice. Alors que Madame Dulac partait, Poirot se tourna vers moi, son expression indéchiffrable. Une apparition brisée, un admirateur silencieux et un avertissement énigmatique, dis-je. Un étrange cocktail, en effet. Étrange, oui, acquiesça Poirot, mais aussi soigneusement composé. Je fronçai les sourcils. Tu crois que c'était plus qu'un message? Je pense, dit lentement Poirot, que le caméo n'est pas le début d'une histoire. C'est un rappel d'un projet déjà en cours. Ce soir-là, nous sommes arrivés au théâtre d'Ulysse. C'était une salle majestueuse mais vieillissante, nichée derrière Covent Garden, remplie ce soir-là de spectateurs en quête de spectacle. Mais Poirot ne regardait pas la scène. Il regardait le public, et lorsque l'acte final tomba, son regard se fixa sur une silhouette au 3e rang. Un homme en manteau sombre qui se leva sans applaudir, marcha sans hâte et laissa un seul œillet blanc sur son siège vide. Poirot le suivit. Je traînais derrière, mon pouls accélérant. Mais quand nous sommes arrivés dans la ruelle à l'extérieur, l'homme avait disparu. Aucun bruit de pas. Seulement le léger parfum d'œillet dans le brouillard. Poirot resta immobile, le visage net et concentré. « Ça commence » murmura-t-il. « Qu'est-ce qui commence ?» Il s'est tourné vers moi et dans ses yeux j'ai vu quelque chose de rare. L'urgence. Meurtre Hastings, pas encore commis, mais promis. Chapitre 2. Un visage dans le miroir. Le lendemain matin, Poirot et moi retournâmes au théâtre d'Ulysse, non pas comme spectateurs cette fois, mais comme enquêteurs. Madame Dulac avait organisé notre accès et nous arrivâmes juste après 10 heures, alors que les couloirs du théâtre étaient encore plongés dans la pénombre et qu'une odeur de fard à joues et de vieux velours flottait dans l'air comme un fantôme. Poirot s'arrêta dans le hall, son regard dérivant lentement sur le haut plafond en forme de dôme et le vieux lustre au-dessus. « Tu vois, Hastings, dit-il doucement, le théâtre est un lieu d'illusion. Mais les illusions doivent être élaborées avec précision, tout comme les mensonges. » J'ai hoché la tête, même si je ne pouvais m'empêcher de jeter un coup d'œil nerveux autour de moi. Il y avait quelque chose dans les théâtres en plein jour qui me troublait, comme voir un magicien sans son costume ou un rêve aux bords effilochés. Nous avons été accueillis dans le hall par un homme pressé, portant une cravate trop serrée pour être confortable et des lunettes perchées de manière précaire sur le bout de son nez. Monsieur Poirot, Reginald Venn, directeur du théâtre. Madame Dulac m'a dit que vous viendriez. Je dois admettre que je suis surpris. Elle croit que quelqu'un, écrasé un bibelot pour lui envoyer un message. Poirot s'inclina légèrement et courtoisement. Ce sont souvent les plus petits gestes, monsieur, qui révèlent les intentions les plus sérieuses. Pourrions-nous examiner sa loge? Bien sûr, par ici. Tandis que nous marchions, Venn continuait sur un ton pressé et anxieux. Elle est très populaire auprès du public, vous savez, notre Céleste, mais pas auprès de tout le monde en coulisses. Elle attire l'attention, décroche des rôles, attire envie.
En vie, demandai-je. Certainement. L'ingénue, mademoiselle Ingram par exemple, un talent prometteur, mais elle est dans l'ombre de Céleste depuis son arrivée. Et bien sûr, il y a notre acteur principal, Claude Marchand. Poirot haussa un sourcil. Un rival en admiration? Oh, plus que de l'admiration, je suppose, dit Vane en soupirant. Mais qui peut dire où s'arrête l'admiration et où commence l'obsession? Nous arrivâmes au cabinet de toilette de Madame Dulac. Vane ouvrit la porte et nous laissa entrer. L'espace était modeste, quoique agrémenté d'un éclairage tamisé, de roses fanées dans un vase et d'un long miroir encadré d'ampoules éteintes. Poirot se dirigea vers la coiffeuse et examina le verre. « Tu vois la tache ici, Hastings ?» La légère courbe là où le rouge à lèvres signifiait autrefois « souvenir ». C'était à peine visible maintenant, mais le contour restait. Poirot s'agenouilla pour examiner le tiroir. Il passa ses doigts sur le bord intérieur, s'arrêtant sur une légère rainure près du fond. « C'est ici qu'elle gardait le camée, » dit-il. « Tu vois, le motif de poussière intact jusqu'à récemment. » Il regarda ensuite le sol, l'observant attentivement. Puis, soudain, il se redressa et traversa la pièce jusqu'au coin du fond, là où les boiseries rejoignaient le mur. Il y a une petite fissure ici. Un panneau peut-être, quelque chose de caché derrière les murs. Tu penses que l'intrus est passé par là? C'est possible. Les théâtres de notre époque regorgent de couloirs secrets et de faux semblants. Parlons-en à ceux qui les connaissent le mieux. Nous avons quitté la loge et sommes retournés dans le couloir principal, où nous avons failli percuter une jeune femme tenant en équilibre une pile de costumes. Elle a haleté et a failli les laisser tomber, puis a cligné des yeux en signe de reconnaissance. Oh, je ne savais pas que quelqu'un utilisait la loge. Vane la lui a présentée. Mademoiselle Ingram, Evelyne Ingram, notre nouvelle soprano, Monsieur Hercule Poirot et le capitaine Hastings. Evelyne lui offrit un sourire poli, mais ses yeux exprimaient une certaine prudence. « Vous êtes venu à propos de l'incident, » dit-elle. « Tu le sais ?» demanda Poirot. « On ne parle que de ça en coulisses. Imaginez, le médaillon brisé, le message au rouge à lèvres, on dirait un souvenir d'une de nos productions. » Sa voix était légère, mais je sentais un tremblement derrière elle. Poirot l'étudia attentivement. « Dites-moi, mademoiselle, saviez-vous que le médaillon de Madame Dulac avait une signification ?» Elle hésita. Elle le portait toujours. Elle en parlait comme d'un charme, mais je pensais que c'était romantique, pas inquiétant. Poirot incline la tête. « Et hier soir, vous n'avez vu personne quitter le théâtre plus tôt, au 3e rang, un œillet blanc. » Elle fronça les sourcils. « Je suis sorti par l'entrée des artistes, mais je n'ai vu personne d'inhabituel. Claude, monsieur Marchand, m'a proposé de me raccompagner. J'ai décliné. Il était d'humeur changeante. » Poirot haussa un sourcil. « Humeur, mademoiselle ?» Elle soupira. « Il est imprévisible. Quand le public acclame Céleste, il le prend personnellement. Même en dehors de la scène ?» Elle eut un sourire sec. « Surtout en dehors de la scène. » Poirot la remercia et se tourna vers Vane. « J'aimerais parler à ce monsieur Marchand, s'il vous plaît. » Vane nous conduisit au salon vert, un espace somptueux mais défraîchi, rempli de fauteuils, de pupitres et de tasses de thé à moitié vides. Claude Marchand se tenait près de la cheminée, son reflet dans un miroir mural derrière lui. Il était impressionnant, grand, ciselé, vêtu d'un costume sombre qui lui collait trop volontairement aux formes. Il se retourna à notre entrée et hocha la tête avec le charme forcé d'un acteur en plein milieu d'une scène. « Ah, monsieur Poirot, dit-il, vous venez dénicher des intrigues en coulisses ?» Poirot sourit. « Peut-être. Ou peut-être pour démêler une tragédie avant qu'elle ne survienne. » Le sourire de Marchand s'estompa. « Vous parlez comme si quelque chose s'était déjà produit. »
Poirot s'approcha. « Monsieur Marchand, étiez-vous là hier soir après la représentation ?» « Pendant un temps, j'ai bu un verre dans la loge, puis je suis parti. »« Seul ?» Marchand hésita. « J'ai proposé à Evelyne Ingram de me déposer, mais elle a refusé. Je suis sorti du hall et j'ai hélé un taxi. Vous pouvez demander au portier. » Poirot hocha lentement la tête, et l'œillet blanc. Marchand cligna des yeux. « Pardon ?» La voix de Poirot était douce. « L'homme au troisième rang, celui qui laisse un œillet chaque soir, vous le connaissez ?» Le sourire de Marchand revint, mais il était plus fin maintenant. « Aucune idée. Ça a l'air dramatique. Ça convient parfaitement à notre public. » Le regard de Poirot s'attarda encore un instant, puis il se retourna. « Merci, monsieur. Ce sera tout. » Alors que nous quittions la salle verte, je me suis penché vers Poirot. « Tu le crois ?» Poirot resta silencieux quelques pas, puis il dit « Je crois que c'est un homme habitué à être vu, et il n'aime pas voir les autres davantage. » Nous retournâmes une dernière fois à la loge avant de partir. Poirot se tenait de nouveau devant le miroir, contemplant sa surface argentée comme si elle contenait plus de vérité que tous les mots prononcés ce jour-là. Il posa le bout d'un doigt contre la vitre. Un miroir reflète Hastings, mais il ne juge pas. Il ne nous montre que ce que nous sommes prêts à voir. Et que vois-tu ? Poirot recula. Je vois une apparition, brisée non par sentiment mais par avertissement, et je vois une femme qui craint son passé, parce qu'elle n'a plus aucun contrôle sur lui. Il s'est alors tourné vers moi. La question, mon ami, n'est pas au MSJ j'ai cassé le médaillon. C'est pourquoi maintenant. Et dans sa voix, je sentais que la réponse se formait déjà, aussi silencieuse qu'un murmure derrière le rideau. Chapitre 3. Les ombres derrière le rideau. Il était le milieu de l'après-midi lorsque nous sommes retournés au théâtre du Lys. Poirot avait demandé à être seul dans la loge de Madame Dulac pendant 1 heure exactement, et pendant ce temps, j'ai erré seul dans les couloirs du théâtre, familier désormais du léger grincement du vieux bois et de l'odeur de moisi du velours usé par des décennies d'applaudissements. Quand je l'ai rejoint, je l'ai trouvé non pas en train d'examiner le contenu de la pièce, comme je m'y attendais, mais assis en tailleur sur le sol devant le miroir, les yeux plissés, les sourcils froncés de concentration. « Mais bon sang, que fais-tu là-bas » demandai-je. Poirot ne quitta pas le regard du plancher. « Mon cher Hastings, je mène une expérience de psychologie, viens voir. » Je m'avançai et vis qu'il avait dispersé les minuscules fragments du camé brisé sur un mouchoir posé sur le tapis. « Voyez-vous, dit-il, ils ont été disposés délibérément sur le miroir, un cercle parfaitement formé, mais quelqu'un se tenait là pour les placer, et le miroir aurait reflété leur visage pendant qu'ils le faisaient. J'y ai pensé. Une sorte de message pour eux-mêmes ? Non, dit Poirot, une représentation. Comme pour tout au théâtre, l'effet est primordial. Mais ces Langlet-Dieu trouvent cela très intriguant. Il se leva et poussetant soigneusement son pantalon, ceux qui ont placé les pièces n'ont pas hésité. Ils ont travaillé vite et avec précision. Cela indique qu'ils avaient accès aux lieux, qu'ils les connaissaient bien et qu'ils étaient certains de ne pas se faire repérer. Quelqu'un dans les coulisses. Exactement. Nous sommes sortis des loges et avons pénétré dans les coulisses de la scène où les préparatifs du spectacle du soir avaient déjà commencé. Le rideau était encore tiré, mais le décor était en partie monté. Un élégant salon, habillé de meubles d'époque et rétroéclairé par des gélatines sépia. L'illusion de richesse, de calme, une sérénité trompeuse. Poirot marqua une pause. « Dis-moi, Hastings, te souviens-tu de l'homme d'hier soir, celui à l'œillet ?» « Bien sûr, il était assis au 3e rang. Seul, il s'est éclipsé dès que le rideau est tombé. » « Oui. » Poirot hocha
hocha la tête pensivement, et pourtant, aucun des acteurs ni des machinistes ne semble le connaître. Pas de nom, pas de question, pas d'interaction. Curieux, n'est-ce pas? Je fronçai les sourcils. Tu crois qu'il n'est pas qu'un admirateur? Je pense qu'il n'est peut-être pas du tout un admirateur. À ce moment-là, une voix basse nous interrompit. Tu n'es pas le premier à t'interroger sur l'homme à la fleur. Nous nous sommes retournés et avons vu une silhouette élancée émerger de l'ombre. Il devait avoir la soixantaine, la silhouette voûtée et de longs doigts légèrement tachés d'encre. Sa veste était usée mais propre, et ses yeux, pâles et vitreux, nous observaient avec un léger amusement. Je m'appelle Félix. Je suis responsable des accessoires. Je suis ici depuis avant la guerre. Poirot incline la tête. Monsieur Félix, vous dites que vous connaissez cet homme? Je l'ai vu, dit Félix, appuyé contre une pile de caisses. Pas seulement cette semaine, depuis des mois. Il vient toujours les soirs où Madame Dulac se produit, même rangée, même fleur. Il repart toujours dès que les lumières s'éteignent. Poirot fit un geste doux. Et tu ne lui as jamais parlé? Personne ne l'a fait, pas même le personnel de la billetterie. Il achète son billet par courrier, en espèces uniquement. Il demande la même place, au 3e rang, au centre gauche. Le regard de Poirot s'aiguisa. C'est très précis. Félix hocha la tête. Il y a plus. Je l'ai aperçu dehors, une fois, après un spectacle. Il n'était pas seul. Poirot s'approcha. Ah? Il parlait à une femme, d'âge mûr, un voile sombre, le genre de femme qui ne veut pas être vue. Ils se disputèrent, doucement mais violemment. Puis elle s'éloigna et il ne la suivit pas. Le visage de Poirot s'assombrit à force de réflexion. Madame Dulac a-t-elle déjà mentionné quelqu'un correspondant à cette description? Pas pour moi, dit Félix. Mais elle est nerveuse ces derniers temps. Ça se sent dans sa voix quand elle chante, comme si elle regardait par-dessus son épaule. Poirot remercia le vieil homme et retourna dans le hall avec moi à ses côtés. « Vous voyez, Hastings, dit-il, nous sommes maintenant proches du cœur du problème. De quoi exactement? De la raison pour laquelle le camé a été détruit. Nous sommes passés devant le guichet et Poirot s'est arrêté. « Pardon, mademoiselle, dit-il à la jeune femme derrière la vitre. Pourriez-vous récupérer l'enveloppe du siège 3C d'hier soir ?» La jeune fille hésita, puis recula et feuilleta un dossier. Elle revint un instant plus tard avec une enveloppe crème marquée 3C. À l'intérieur se trouvait le moignon, propre et sans pli. « Jamais déchiré, » murmura Poirot. La jeune fille semblait incertaine. Il n'est pas passé par l'entrée principale. S'il a utilisé le billet, il est entré par l'est, par le couloir de la Seine. Merci. Nous avons quitté le bâtiment et sommes restés sur le trottoir. Poirot a sorti un petit carnet et a noté quelques mots. « Tu penses qu'il a accès par l'arrière ?» demandai-je. « Je pense qu'il est. Il fait partie du théâtre, » répondit Poirot, ou l'était. C'est pourquoi personne ne le questionne. Il appartient et n'appartient pas, comme un fantôme revenu voir une pièce et qui ne se souvient plus de lui. Nous sommes rentrés à Whitehaven Mansion juste au moment où le brouillard commençait à tomber. À l'intérieur, Poirot déposa les fragments du camé sur son bureau et commença à les réarranger, pièce par pièce, comme une mosaïque. « Il y a autre chose ici, » murmura-t-il, « un lien encore inconnu. » Je me suis assis en face de lui, observant la concentration dans son expression. « Poirot, » dis-je doucement, « penses-tu que Madame Dulac est réellement en danger ?» Il leva les yeux. « Elle est déjà en danger, Hastings, mais elle ne sait pas de qui. » Il plaça le dernier fragment, une boucle d'ivoire qui ressemblait au bord d'un visage, à côté des autres, et recula. « Voilà, dit-il, l'image était incomplète,
Mais les caractéristiques de la sculpture étaient désormais plus claires. Non pas une figure sans nom, comme je l'avais supposé, mais le profil d'une femme, avec les cheveux tirés en arrière et une broche distinctive gravée sous le décolleté. Poirot l'a tapoté. Ce n'était pas une apparition anonyme, c'était une ressemblance. La prise de conscience s'est faite. Vous voulez dire que la sculpture représentait quelqu'un que Madame Dulac connaissait? Non, dit Poirot. Bien sûr, quelqu'un qui la connaissait, peut-être intimement, et qui croyait qu'elle avait oublié. Il se leva brusquement. Je dois lui reparler. Ce soir. Je me suis levé à mon tour. Je viens? Non, mon ami, je dois y aller seul. Il récupéra son manteau et partit en toute hâte, sa silhouette disparaissant dans le brouillard au moment même où les cloches de Saint-Martin sonnaient 6 heures. Je suis resté derrière, fixant les fragments laissés derrière, et même si je ne savais pas encore pourquoi, je ne pouvais pas me débarrasser de l'impression que quelque part dans le motif se trouvait non seulement le visage d'une femme, mais le visage de celui qui l'avait brisé. Chapitre 4. Le visiteur dans le brouillard. Le brouillard s'était épaissi jusqu'à devenir velouté lorsque Poirot arriva rue Montaigne, les 3 croissants de Kensington, où Madame Céleste Dulac louait une maison de ville modeste mais décorée avec goût. Elle se dressait derrière un portail bas en fer forgé, à moitié englouti par le lierre, son lampadaire projetant un faible halo dans la brume. Poirot fut introduit par une servante qui murmura à peine et lui offrit du thé dans une délicate tasse de porcelaine qu'il toucha à peine. Madame Dulac le rejoignit au salon quelques instants plus tard, vêtue non pas de ses soieries habituelles, mais d'une robe grise, le visage dénué du maquillage et de la poudre de la scène. Sans cet artifice, elle paraissait plus âgée, moins comme une star que comme une femme poursuivie par quelque chose qu'elle ne pouvait nommer. « Je vous suis reconnaissante d'être venu, monsieur Poirot, » dit-elle en s'enfonçant dans le canapé en face de lui. « Je me sens mal à l'aise depuis notre dernière conversation. »« C'est parce que, madame, » dit doucement Poirot, « vous êtes traquée. » Ses yeux se posèrent sur lui, surprise, puis elle les baissa. « Par qui ?» murmura-t-elle. « C'est ce que j'ai l'intention de découvrir, mais d'abord, vous devez m'aider en répondant sans omission, sans artifice, comme si vous ne jouiez pas, mais confessiez. » Elle hocha la tête. Poirot se pencha en avant, les doigts joints. Le camée, Madame Dulac, ce n'était pas seulement un souvenir, c'était une ressemblance. Ses yeux s'écarquillèrent. « Oui, tu as raison. De qui ?»« Ma mère, » dit-elle doucement. « Quand elle était jeune, elle a été sculptée d'après une photographie par un artisan itinérant. Ma grand-mère l'a fait réaliser juste après les fiançailles de ma mère. » Le regard de Poirot s'aiguisa. « Fiançailles à un homme qu'elle n'a jamais épousé, un homme dont elle a refusé de parler plus tard. Je n'ai jamais su son nom, seulement que quelque chose avait terriblement mal tourné. Et vous croyez que la destruction du camée est liée à cette histoire ?» Elle hocha la tête. « Je n'en ai jamais parlé à personne. Mais maintenant, quelqu'un doit le savoir, quelqu'un de l'époque. » Poirot pencha la tête. « Vous avez dit que votre mère était décédée il y a 5 ans. Avant cela, avait-elle déjà été contactée par quelqu'un de son passé, quelqu'un d'inhabituel, une visite, une lettre ?» Madame Dulac hésita. Il y avait une lettre. Je l'ai trouvée parmi ses affaires après son décès. Elle n'était pas signée, juste une date et une phrase. « Tu as menti. »« Tu as menti, » traduisit Poirot. « Oui, je n'ai jamais compris. »« Tu l'as toujours ?» Elle hocha la tête et se leva, disparaissant brièvement dans la pièce voisine. Elle revint avec une enveloppe fine, jaunie au coin. Poirot la prit délicatement et examina le papier. Pas d'adresse de retour, pas
manuscrite au recto, seulement la date, 12 mars 1902, et la phrase « Tu as menti » griffonnée sur la page à l'intérieur. Ce n'était pas un envoi postal, a-t-il dit. C'était une remise en main propre. Elle ne dit rien, et le silence confirma ses soupçons. Poirot se leva. « Madame, je dois vous poser une question désagréable. Votre mère a-t-elle eu un enfant avant vous? Ou en a-t-elle perdu un ?» Elle détourna le regard. Il y avait des rumeurs. Parmi les membres les plus âgés de notre famille, ma grand-mère disait que la saison du chagrin. Ma mère n'a jamais rien confirmé, mais elle pleurait parfois dans son sommeil. Le regard de Poirot se rétrécit légèrement. « Je crois que quelqu'un t'observe. Je crois que quelqu'un se sent trahi, pas par toi, mais par la femme dans ce médaillon. » Madame Dulac serra ses bras autour d'elle. « Tu penses que c'est une vengeance ? » « Je pense, » a déclaré Poirot, « que c'est un héritage. » On frappa soudainement à la porte d'entrée. Poirot se retourna. Madame Dulac parut alarmée. « Je n'attends personne. » La servante apparut, les yeux écarquillés. « Madame, il y a un monsieur dehors. Il dit venir rendre quelque chose. » Poirot s'avança. « Demande-lui son nom. » La servante disparut. Quelques instants passèrent, puis elle revint, la voix tremblante. Il dit qu'il s'appelle personne. Le visage de Poirot s'assombrit. « N'ouvre pas la porte, » dit-il rapidement, mais il était trop tard. Un craquement de gonds, un vent froid, et un homme entra dans l'entrée. Il était grand, mince, vêtu d'un pardessus couleur cendre. Ses yeux étaient bleu pâle, presque incolore, et il portait un chapeau à larges bords qui lui tombait bas sur le front. Dans une main, il tenait une petite enveloppe. Il regarda d'abord Madame Dulac, puis Poirot. « Je n'ai rien contre toi, » dit-il à Poirot. Sa voix était neutre, comme dénuée d'émotion. Poirot fit un pas en avant. « Et pourtant, vous la portez à sa porte. » L'homme l'ignora et se tourna vers Madame Dulac. « Tu as oublié, c'était ton péché. » « Je... » commença-t-elle, mais l'homme leva la main. Elle a oublié ce qu'elle devait. Et le passé, madame, finit toujours par payer. Poirot se plaça désormais entre eux. « Tu vas t'expliquer tout de suite. » L'homme le regarda fixement et, pour la première fois, quelque chose changea sur son visage, non pas de la colère, mais du chagrin, tendu comme une toile. « Je suis venu pour rendre ce qui a été pris, » a-t-il déclaré. Sur ce, il posa l'enveloppe sur la table et se retourna. Sans un mot, il retourna dans la nuit et disparut. Madame Dulac s'effondra sur le canapé. Poirot tendit la main vers l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait une photographie, froissée, décolorée, mais reconnaissable entre toutes. Une jeune femme, le même visage que celui du camé, tenant un bébé dans ses bras. Derrière elle se tenait un homme, les traits obscurcis, mais sa présence imposante. Il y avait une deuxième note. « Je suis revenu. Pour elle, pour toi. Je suis revenu pour elle, pour toi. » Poirot plia soigneusement la photographie et la glissa dans sa poche. « Nous devons agir maintenant, » a-t-il déclaré, « avant que ce passé ne devienne votre avenir. » Plus tard, de retour à Whitehaven Mansion, Poirot posa la photo sur son bureau et la contempla jusque tard dans la nuit. J'étais revenu avant lui et je l'avais trouvé ainsi, immobile comme une statue, le front plissé d'une gravité inhabituelle. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» demandai-je. Il ne répondit pas tout de suite, puis il dit « Cela signifie que nous n'avons plus affaire à un message. » Je fronçai les sourcils. « Et alors ?» Il s'est tourné vers moi. « Nous traitons une réclamation. » Une réclamation. Poirot tapota la photographie. Cet homme croit avoir perdu quelque chose. Il croit qu'elle l'a pris. Et maintenant, il revient non pas pour menacer, mais pour collecter. Chapitre 5. L'homme appelé personne. Il était un peu plus de 7 heures le lendemain matin
lorsque j'ai trouvé Poirot déjà réveillé, entièrement habillé et assis à la table du petit déjeuner, lisant une fois de plus la lettre, celle laissée par l'homme dans le brouillard. Il a à peine touché à son thé. « Bonjour, Hastings, » dit-il doucement, sans lever les yeux. « Tu as bien dormi ?»« Assez bien, » répondis-je, même si, à vrai dire, j'avais rêvé d'ivoire brisé et de visage embué, d'une femme pleurant derrière un rideau qui ne se levait jamais. « Et vous ?» Il fit un léger sourire. « Je n'ai pas besoin de dormir quand j'ai un mystère pour compagnie. » Je me suis servi un café et je me suis assis en face de lui. Alors, cet homme, ce personne, qui est-il ? Voilà, mon ami, dit Poirot en tapotant délicatement l'enveloppe du bout du doigt, la question à laquelle j'ai l'intention de répondre avant que quelqu'un d'autre ne meure. Je marquai une pause surprise. Tu crois qu'il est capable de... Poirot leva la main. Ne présumons pas de violence. Pas encore, mais présumons du désespoir. Il attend depuis longtemps, trop longtemps, une réponse qu'il croit lui avoir volée. Il se leva brusquement, et les hommes désespérés sont dangereux. Notre première visite fut au bureau d'état civil de Kensington. Poirot avait téléphoné pour demander l'accès aux actes de naissance et de baptême des années 1880 à 1902. Il fut conduit dans une petite salle de lecture par un commis portant des lunettes à monture d'écaille et affichant une déférence confuse. La mère de Madame Dulac s'appelait Aimée Lavergne, expliqua Poirot. Je recherche des documents attestant de la naissance d'un enfant portant ce nom ou une variante de celui-ci. Cela prit un certain temps. On sortit des archives des tomes poussiéreux, on tourna les pages délicatement sous des mains gantées. Au bout de 45 minutes, Poirot marqua une pause sur une ligne. « Voilà, murmura-t-il. Je me suis penché. L'entrée disait « Clara Lavergne, née le 2 mars 1902, mère Aimée Lavergne, père non mentionné, baptisé paroisse Saint-Vincent de Clerkenwell, mais le nom de Madame Dulac est céleste, dis-je. En effet, elle est née en 1905. Ce qui signifie que Clara est née la première, puis a disparu des archives familiales. » Poirot se rassit dans son fauteuil, les yeux brillants maintenant d'une intensité silencieuse. Il y avait un enfant avant Céleste, caché, effacé peut-être, mais pas oublié. Nous avons quitté le bureau d'état civil et Poirot a hélé un taxi. « Paroisse Saint-Vincent, dit-il, Clerkenwell. » L'église était un modeste bâtiment en pierre, niché entre des immeubles en briques et une chapellerie aux volets fermés. À l'intérieur, une odeur d'encens et de cirage flottait, l'air était calme et empreint de recueillement. Un prêtre nous accueillit, le père Bellamy, un homme au regard bienveillant et à la prudence prudente. « Oui, je me souviens du nom de Lavergne, » dit-il après que Poirot eut expliqué notre question. « Clara a été baptisée ici, mais elle n'a pas grandi dans la paroisse. »« Que lui est-il arrivé ?» demanda Poirot. Le père Bellamy hésita. « Je me souviens de murmures. La mère, Aimée, avait amené l'enfant seule. Il n'y avait aucune mention du père, ni d'adresse de retour. Elle était nerveuse, effrayée même. Elle a fait un don et est partie avant que je puisse lui demander grand-chose. Est-ce qu'elle a emmené l'enfant avec elle ? » ?»« Non, » répondit doucement le prêtre. « Le bébé est resté. Il a été laissé avec un mot demandant qu'on prenne soin d'elle et qu'elle ne soit pas rendue à sa famille. En moins d'une semaine, elle a été adoptée. » Les sourcils de Poirot s'arquèrent. « Adoptée par qui ?» Le père Bellamy consulta un registre et en sortit une page à l'encre délavée. Parents adoptifs, Marguerite Gray, veuve. Madame Gray était sans enfant. Elle vivait seule en bordure de Beau. Elle a recueilli Clara et a changé son nom de famille. J'ai perdu leurs traces après 1905.
Poirot étudia l'entrée pendant un long moment. « Merci, mon père. » Alors que nous partions, il leva les yeux vers le clocher. « Il n'y a pas de blessure plus profonde, a-t-il dit, que celle d'être effacée. » En fin d'après-midi, nous avons retrouvé la trace de la dernière adresse connue de Marguerite Gray. La maison avait été démolie depuis longtemps, mais une vendeuse de l'épicerie du coin se souvenait du nom. « Elle a eu un garçon, » dit la femme. « Un type discret. Il a grandi bizarrement. Il observait constamment les choses. Il n'était pas tout à fait normal, disait-on. Il a quitté la ville à peine adulte. »« Un nom ?» demanda Poirot. « Simon, dit-elle. Simon Gray. » Poirot se figea, puis il se tourna lentement. Simon, l'enfant biblique qui attend et n'est pas choisi. Ce soir-là, de retour à Whitehaven Mansion, Poirot se tenait devant la cheminée, une carte de Londres étalée sur le sol, des épingles et des fils marquant les points clés. Saint-Vincent, la rue Montaigne, le théâtre d'Ulysse. J'ai versé 2 eaux-de-vie et je lui en ai tendu une. Ce Simon Gray, tu crois que c'est l'homme du théâtre? Je crois que c'est l'homme du brouillard. L'homme qui signait son message par personne. Poirot sirotait son brandy. Il n'est pas fou, Hastings. Il est oublié. Et c'est une folie puissante en soi. On a frappé à la porte. Mademoiselle Lemont est apparue avec un télégramme. Poirot l'ouvrit, les yeux plissés tandis qu'il lisait. Réginald Venn trouvé inconscient dans son bureau. Stop théâtre validé. Stop rien n'a été volé. Stop. Poirot a plié le message. Cela a commencé, dit-il doucement. Nous atteignîmes le théâtre d'Ulysse en moins de 20 minutes. Le brouillard s'était à nouveau épaissi, enveloppant les lampadaires d'une étrange aura dorée. À l'intérieur, la salle était sombre et froide. La police s'activait, parlant à voix basse. Réginald Venn était allongé sur un canapé en coulisses, un bandage autour de la tempe, un agent à ses côtés. Il s'agita à notre entrée. « Je ne l'ai pas vu, » murmura Venn. « Il est passé par derrière. » Il a dit qu'il cherchait quelqu'un, puis l'obscurité. « A-t-il dit un nom ?» demanda Poirot. Venn hocha faiblement la tête. « Clara, » murmura-t-il. Poirot se tourna vers le gendarme. « Fouillez le bâtiment, chaque couloir, chaque escalier, il est peut-être encore à l'intérieur. » Nous avons suivi les agents dans les profondeurs du théâtre, dans les salles de costumes, les placards à accessoires, les appartements derrière la scène, et puis, dans les coulisses, nous l'avons trouvé. Un deuxième message. Dessinés à la craie sur le plancher de la scène, des lettres tordues, mais reconnaissables entre mille. « Je suis le miroir, je suis le miroir. » Poirot fixa l'écriture. « Personne ne se voit clairement, » murmura-t-il. Mais lui, il croit le voir clairement. Il s'est tourné vers moi, la voix basse. « Simon Gray ne cherche plus de réponse, Hastings. Il croit qu'il est la réponse. Alors que va-t-il faire ?» Le visage de Poirot était sombre. « Il reviendra vers la femme qui, selon lui doit la vie. » Et Céleste, Poirot m'a regardé droit dans les yeux. Chapitre 1, un camé en morceaux. Il y a des jours où même les esprits les plus rationnels ne peuvent s'empêcher de ressentir l'attrait des présages, ces étranges frémissements dans l'air qui murmurent que quelque chose est sur le point de changer. Je me souviens parfaitement d'un matin comme celui-ci, gris et vif, avec une brume qui s'accrochait au pavé devant Whitehaven Mansions, comme si Londres elle-même s'était arrêtée pour observer ce qui allait se passer. Hercule Poirot terminait sa 2e tisane de la matinée, ajustant méticuleusement la position de sa serviette. Moi, son fidèle ami, le capitaine Hastings, n'en étais qu'à la moitié de mon café, distrait par la monotonie du Times et la perspective tout aussi monotone d'une nouvelle semaine sans incident. « Poirot, » dis-je en pliant le papier, vaincu, « tu dois bien l'admettre, il ne se passe rien dans le monde aujourd'hui. » Poirot ne leva pas les yeux. Il tamponna une miette invisible au coin de son assiette. « Au contraire, mon ami, dit-il doucement,
il se passe toujours quelque chose. Il suffit de posséder petites cellules grises pour le percevoir. J'ai ri. Et que perçoivent vos petites cellules grises ce matin? Que notre courrier aura 5 minutes de retard, dit-il en jetant un coup d'œil à la pendule. Et que la femme qui franchira cette porte dans l'heure ne sera pas venue pour des plaisanteries, mais par peur. J'étais sur le point de lui demander ce qu'il voulait dire, quand exactement 5 minutes plus tard, la cloche a sonné. Miss Lemon, toujours prompte, apparut avec une carte sur un plateau. Poirot la prit, en examina les bords et haussa un sourcil. Madame Céleste Dulac, lut-il à voix haute, du théâtre du Lys, un nom connu de ceux qui suivent la scène française. Il a ajusté ses menottes. Faites-la entrer, mademoiselle Citron. Quelques instants plus tard, notre visiteuse entra. Elle était remarquable, grande, brune, avec l'assurance d'une femme habituée à la scène et au regard. Mais son expression était loin d'être théâtrale. Elle était tendue par l'inquiétude. « Monsieur Poirot, dit-elle en s'inclinant légèrement, je suis venue vous voir car je crois qu'un événement terrible est sur le point de se produire. » Poirot lui fit signe de s'asseoir. « Dites-moi tout, madame. Depuis le début, s'il vous plaît. » Elle s'assit, lissant ses gants avec des doigts prudents. Il s'agit d'un camée, un ancien en ivoire sculpté, serti dans un médaillon en argent. Il appartenait à ma mère et avant elle, à ma grand-mère. Il a toujours été un souvenir dans notre famille, sans valeur mais sentimental. Et, si vous me le permettez, un peu superstitieux. « Vas-y, » dit doucement Poirot. Hier soir, il était brisé, ni tombé, ni fissuré par le temps, délibérément écrasé. J'ai cligné des yeux. Comment peux-tu en être sûr? Il était dans ma loge au théâtre, enfermé dans un tiroir privé, et quand je suis revenu après la dernière représentation, il avait été brisé et posé sur mon miroir pour que je le voie immédiatement. Poirot se pencha en avant, les doigts joints. Il n'y avait aucun signe d'effraction, aucun. Seulement le médaillon ouvert, son cadran d'ivoire brisé et ses morceaux disposés en un cercle parfait sur le bord du miroir. Elle s'arrêta et baissa les yeux. Et sur le verre, en rouge à lèvres, un seul mot, souvenir. Un frisson me parcourut la nuque. Poirot resta immobile, même si je vis un éclair dans ses yeux. « Tu n'as rien pris d'autre, ni argent, ni bijoux. » « Rien d'autre n'a été touché, seulement le caméo. Et avez-vous une idée de qui aurait pu faire une telle chose ?» Elle hésita. « Il y a des tensions au théâtre du Lys, des rivalités, des jalousies, mais là, ça paraît plus ancien, plus personnel. » Poirot hocha la tête une fois. « Vous avez dit que le médaillon n'avait pas de valeur? » « Pas financièrement, mais c'est lié à ma famille, au passé de ma mère. Elle n'en parlait qu'à voix basse. Ta mère est toujours en vie. Elle est morte il y a 5 ans, mais avant de mourir, elle m'avait prévenu. Si jamais le caméo se terminait, cela signifierait que quelque chose allait arriver, quelque chose d'irréversible. » Elle rougit légèrement. « Je sais que ça paraît absurde, mais je feutre Monsieur Poirot. Celui qui a fait ça voulait dire un message. » Poirot se leva et se dirigea vers la fenêtre. « Dites-moi, madame, est-ce que quelqu'un d'inhabituel est entré dans votre vie récemment? Un nouvel admirateur, une ombre au théâtre, un changement d'environnement ?» Elle hocha lentement la tête. « Oui, un homme. Il est venu à tous les spectacles cette saison. Il est toujours assis au 3e rang, n'applaudit jamais, ne parle jamais. Il part dès que le rideau tombe. Connaissez-vous son nom? Non, mais il laisse un œillet blanc à chaque fois. » Poirot se retourna. « Madame Dulac, me permettez-vous de visiter le théâtre ce soir? » « Bien sûr, je vous en serai reconnaissant. » Il s'inclina. « Alors nous observerons. Et peut-être que l'homme au
troisième rang nous donnera notre premier véritable indice. Alors que Madame Dulac partait, Poirot se tourna vers moi, son expression indéchiffrable. Une apparition brisée, un admirateur silencieux et un avertissement énigmatique, dis-je. Un étrange cocktail, en effet. Étrange, oui, acquiesça Poirot, mais aussi soigneusement composé. Je fronçai les sourcils. Tu crois que c'était plus qu'un message? Je pense, dit lentement Poirot, que le caméo n'est pas le début d'une histoire. C'est un rappel d'un projet déjà en cours. Ce soir-là, nous sommes arrivés au théâtre du Lys. C'était une salle majestueuse mais vieillissante, nichée derrière Covent Garden, remplie ce soir-là de spectateurs en quête de spectacle. Mais Poirot ne regardait pas la scène. Il regardait le public, et lorsque l'acte final tomba, son regard se fixa sur une silhouette au troisième rang. Un homme en manteau sombre qui se leva sans applaudir, marcha sans hâte et laissa un seul œillet blanc sur son siège vide. Poirot le suivit. Je traînais derrière, mon pouls accélérant. Mais quand nous sommes arrivés dans la ruelle à l'extérieur, l'homme avait disparu. Aucun bruit de pas, seulement le léger parfum d'œillet dans le brouillard. Poirot resta immobile, le visage net et concentré. « Ça commence », murmura-t-il. « Qu'est-ce qui commence ?» Il s'est tourné vers moi et dans ses yeux j'ai vu quelque chose de rare. L'urgence. Meurtre Hastings, pas encore commis, mais promis. Chapitre 2. Un visage dans le miroir. Le lendemain matin, Poirot et moi retournâmes au théâtre du Lys, non pas comme spectateurs cette fois, mais comme enquêteurs. Madame Dulac avait organisé notre accès et nous arrivâmes juste après 10 heures, alors que les couloirs du théâtre étaient encore plongés dans la pénombre et qu'une odeur de fard à joues et de vieux velours flottait dans l'air comme un fantôme. Poirot s'arrêta dans le hall, son regard dérivant lentement sur le haut plafond en forme de dôme et le vieux lustre au-dessus. « Tu vois, Hastings, dit-il doucement, le théâtre est un lieu d'illusion. Mais les illusions doivent être élaborées avec précision, tout comme les mensonges. » J'ai hoché la tête, même si je ne pouvais m'empêcher de jeter un coup d'œil nerveux autour de moi. Il y avait quelque chose dans les théâtres en plein jour qui me troublait, comme voir un magicien sans son costume ou un rêve aux bords effilochés. Nous avons été accueillis dans le hall par un homme pressé, portant une cravate trop serrée pour être confortable et des lunettes perchées de manière précaire sur le bout de son nez. Monsieur Poirot, Reginald Venn, directeur du théâtre. Madame Dulac m'a dit que vous viendriez. Je dois admettre que je suis surpris. Elle croit que quelqu'un, écrasé un bibelot pour lui envoyer un message. Poirot s'inclina légèrement et courtoisement. Ce sont souvent les plus petits gestes, monsieur, qui révèlent les intentions les plus sérieuses. Pourrions-nous examiner sa loge? Bien sûr, par ici. Tandis que nous marchions, Venn continuait sur un ton pressé et anxieux. Elle est très populaire auprès du public, vous savez, notre Céleste, mais pas auprès de tout le monde en coulisses. Elle attire l'attention, décroche des rôles, attire envie. Envie? Demandai-je. Certainement. L'ingénue, Mademoiselle Ingram par exemple, un talent prometteur, mais elle est dans l'ombre de Céleste depuis son arrivée. Et bien sûr, il y a notre acteur principal, Claude Marchand. Poirot haussa un sourcil. Un rival en admiration? Oh, plus que de l'admiration, je suppose, dit Venn en soupirant. Mais qui peut dire où s'arrête l'admiration et où commence l'obsession? Nous arrivâmes au cabinet de toilette de Madame Dulac. Venn ouvrit la porte et nous laissa entrer. L'espace était modeste, quoique agrémenté d'un éclairage tamisé, de roses fanées dans un vase et d'un long miroir encadré d'ampoules éteintes. Poirot se dirigea vers la coiffeuse et examina le verre. « Tu vois la tache ici, Hastings ?» La légère courbe là où le rouge à lèvres signifiait autrefois « souvenir ». C'était à peine visible maintenant, mais le contour restait. Poirot
Poirot s'agenouilla pour examiner le tiroir. Il passa ses doigts sur le bord intérieur, s'arrêtant sur une légère rainure près du fond. « C'est ici qu'elle gardait le camé, » dit-il. « Tu vois, le motif de poussière intact jusqu'à récemment. » Il regarda ensuite le sol, l'observant attentivement. Puis, soudain, il se redressa et traversa la pièce jusqu'au coin du fond, là où les boiseries rejoignaient le mur. « Il y a une petite fissure ici. Un panneau peut-être, quelque chose de caché derrière les murs. Tu penses que l'intrus est passé par là? C'est possible. Les théâtres de notre époque regorgent de couloirs secrets et de faux semblants. Parlons-en à ceux qui les connaissent le mieux. Nous avons quitté la loge et sommes retournés dans le couloir principal, où nous avons failli percuter une jeune femme tenant en équilibre une pile de costumes. Elle a haleté et a failli les laisser tomber, puis a cligné des yeux en signe de reconnaissance. Oh, je ne savais pas que quelqu'un utilisait la loge. Venn la lui a présentée. Mademoiselle Ingram, Evelyne Ingram, notre nouvelle soprano, Monsieur Hercule Poirot et le capitaine Hastings. Evelyne lui offrit un sourire poli, mais ses yeux exprimaient une certaine prudence. « Vous êtes venu à propos de l'incident, » dit-elle. « Tu le sais ?» demanda Poirot. « On ne parle que de ça en coulisses. Imaginez, le médaillon brisé, le message au rouge à lèvres, on dirait un souvenir d'une de nos productions. » Sa voix était légère, mais je sentais un tremblement derrière elle. Poirot l'étudia attentivement. « Dites-moi, mademoiselle, saviez-vous que le médaillon de Madame Dulac avait une signification ?» Elle hésita. Elle le portait toujours. Elle en parlait comme d'un charme, mais je pensais que c'était romantique, pas inquiétant. Poirot incline la tête. « Et hier soir, vous n'avez vu personne quitter le théâtre plus tôt, au 3e rang, un œillet blanc. » Elle fronça les sourcils. « Je suis sorti par l'entrée des artistes, mais je n'ai vu personne d'inhabituel. Claude, monsieur Marchand, m'a proposé de me raccompagner. J'ai décliné. Il était d'humeur changeante. » Poirot haussa un sourcil. « Humeur, mademoiselle ?» Elle soupira. « Il est imprévisible. Quand le public acclame Céleste, il le prend personnellement. Même en dehors de la scène ?» Elle eut un sourire sec. « Surtout en dehors de la scène. » Poirot la remercia et se tourna vers Venn. « J'aimerais parler à ce monsieur Marchand, s'il vous plaît. » Venn nous conduisit au salon vert, un espace somptueux mais défraîchi, rempli de fauteuils, de pupitres et de tasses de thé à moitié vides. Claude Marchand se tenait près de la cheminée, son reflet dans un miroir mural derrière lui. Il était impressionnant, grand, ciselé, vêtu d'un costume sombre qui lui collait trop volontairement aux formes. Il se retourna à notre entrée et hocha la tête avec le charme forcé d'un acteur en plein milieu d'une scène. « Ah, monsieur Poirot, dit-il, vous venez dénicher des intrigues en coulisses ?» Poirot sourit. « Peut-être. Ou peut-être pour démêler une tragédie avant qu'elle ne survienne. » Le sourire de Marchand s'estompa. « Vous parlez comme si quelque chose s'était déjà produit. » Poirot s'approcha. « Monsieur Marchand, étiez-vous là hier soir après la représentation ?» Pendant un temps, j'ai bu un verre dans la loge, puis je suis parti. Seul. Marchand hésita. J'ai proposé à Evelyne Ingram de me déposer, mais elle a refusé. Je suis sorti du hall et j'ai hélé un taxi. Vous pouvez demander au portier. Poirot hocha lentement la tête. Et l'œillet blanc. Marchand cligna des yeux. Pardon. La voix de Poirot était douce. L'homme au 3e rang, celui qui laisse un œillet chaque soir. Vous le connaissez? Le sourire de Marchand revint, mais il était plus fin maintenant. Aucune idée. Ça a l'air dramatique. Ça convient parfaitement à notre public. Le regard de Poirot s'attarda encore un instant, puis il se retourna. Merci, monsieur. Ce sera tout. Alors que nous quittions la salle verte, je me suis penché vers Poirot.
Tu le crois? Poirot resta silencieux quelques pas, puis il dit « Je crois que c'est un homme habitué à être vu, et il n'aime pas voir les autres davantage. » Nous retournâmes une dernière fois à la loge avant de partir. Poirot se tenait de nouveau devant le miroir, contemplant sa surface argentée comme si elle contenait plus de vérité que tous les mots prononcés ce jour-là. Il posa le bout d'un doigt contre la vitre. Un miroir reflète Hastings, mais il ne juge pas. Il ne nous montre que ce que nous sommes prêts à voir. Et que vois-tu? Poirot recula. Je vois une apparition, brisée non par sentiment mais par avertissement, et je vois une femme qui craint son passé, parce qu'elle n'a plus aucun contrôle sur lui. Il s'est alors tourné vers moi. La question, mon ami, n'est pas au MSJ j'ai cassé le médaillon. C'est pourquoi maintenant? Et dans sa voix, je sentais que la réponse se formait déjà, aussi silencieuse qu'un murmure derrière le rideau. Chapitre 3. Les ombres derrière le rideau. Il était le milieu de l'après-midi lorsque nous sommes retournés au théâtre du Lys. Poirot avait demandé à être seul dans la loge de Madame Dulac pendant 1 heure exactement, et pendant ce temps j'ai erré seul dans les couloirs du théâtre, familier désormais du léger grincement du vieux bois et de l'odeur de moisi du velours usé par des décennies d'applaudissements. Quand je l'ai rejoint, je l'ai trouvé non pas en train d'examiner le contenu de la pièce, comme je m'y attendais, mais assis en tailleur sur le sol devant le miroir, les yeux plissés, les sourcils froncés de concentration. « Mais bon sang, que fais-tu là-bas » demandai-je. Poirot ne quitta pas le regard du plancher. « Mon cher Hastings, je mène une expérience de psychologie, viens voir. » Je m'avançai et vis qu'il avait dispersé les minuscules fragments du camé brisé sur un mouchoir posé sur le tapis. « Voyez-vous, dit-il, ils ont été disposés délibérément sur le miroir, un cercle parfaitement formé, mais quelqu'un se tenait là pour les placer, et le miroir aurait reflété leur visage pendant qu'ils le faisaient. J'y ai pensé. Une sorte de message pour eux-mêmes? Non, dit Poirot, une représentation. Comme pour tout au théâtre, l'effet est primordial. Mais ces Langlet-Dieu trouvent cela très intriguant. Il se leva, époussetant soigneusement son pantalon. Ceux qui ont placé les pièces n'ont pas hésité. Ils ont travaillé vite et avec précision. Cela indique qu'ils avaient accès aux lieux, qu'ils les connaissaient bien et qu'ils étaient certains de ne pas se faire repérer. Quelqu'un dans les coulisses. Exactement. Nous sommes sortis des loges et avons pénétré dans les coulisses de la scène où les préparatifs du spectacle du soir avaient déjà commencé. Le rideau était encore tiré, mais le décor était en partie monté. Un élégant salon, habillé de meubles d'époque et rétroéclairé par des gélatines sépia. L'illusion de richesse, de calme, une sérénité trompeuse. Poirot marqua une pause. « Dis-moi, Hastings, te souviens-tu de l'homme d'hier soir, celui à l'œillet? » Bien sûr, il était assis au 3e rang. Seul, il s'est éclipsé dès que le rideau est tombé. Oui, Poirot hocha la tête pensivement, et pourtant, aucun des acteurs ni des machinistes ne semble le connaître. Pas de nom, pas de question, pas d'interaction. Curieux, n'est-ce pas? Je fronçai les sourcils. Tu crois qu'il n'est pas qu'un admirateur? Je pense qu'il n'est peut-être pas du tout un admirateur. À ce moment-là, une voix basse nous interrompit. Tu n'es pas le premier à t'interroger sur l'homme à la fleur. Nous nous sommes retournés et avons vu une silhouette élancée émerger de l'ombre. Il devait avoir la 60aine, la silhouette voûtée et de longs doigts légèrement tachés d'encre. Sa veste était usée mais propre, et ses yeux, pâles et vitreux, nous observaient avec un léger amusement. Je m'appelle Félix. Je suis responsable des accessoires. Je suis ici depuis avant la guerre. Poirot incline la tête. Monsieur Félix, vous dites que vous connaissez cet homme?
Je l'ai vu, dit Félix, appuyé contre une pile de caisses. Pas seulement cette semaine, depuis des mois. Il vient toujours les soirs où Madame Dulac se produit, même rangée, même fleur. Il repart toujours dès que les lumières s'éteignent. Poirot fit un geste doux. Et tu ne lui as jamais parlé? Personne ne l'a fait, pas même le personnel de la billetterie. Il achète son billet par courrier, en espèces uniquement. Il demande la même place, au 3e rang, au centre gauche. Le regard de Poirot s'aiguisa. C'est très précis. Félix hocha la tête. Il y a plus. Je l'ai aperçu dehors, une fois, après un spectacle. Il n'était pas seul. Poirot s'approcha. Ah? Il parlait à une femme, d'âge mûr, un voile sombre, le genre de femme qui ne veut pas être vue. Ils se disputèrent, doucement mais violemment. Puis elle s'éloigna et il ne la suivit pas. Le visage de Poirot s'assombrit à force de réflexion. Madame Dulac a-t-elle déjà mentionné quelqu'un correspondant à cette description? Pas pour moi, dit Félix. Mais elle est nerveuse ces derniers temps. Ça se sent dans sa voix quand elle chante, comme si elle regardait par-dessus son épaule. Poirot remercia le vieil homme et retourna dans le hall avec moi à ses côtés. « Vous voyez, Hastings, dit-il, nous sommes maintenant proches du cœur du problème. » De quoi exactement? De la raison pour laquelle le camé a été détruit. Nous sommes passés devant le guichet et Poirot s'est arrêté. « Pardon, mademoiselle, dit-il à la jeune femme derrière la vitre. Pourriez-vous récupérer l'enveloppe du siège 3C d'hier soir? » La jeune fille hésita, puis recula et feuilleta un dossier. Elle revint un instant plus tard avec une enveloppe crème marquée 3C. À l'intérieur se trouvait le moignon, propre et sans pli. « Jamais déchiré », murmura Poirot. La jeune fille semblait incertaine. « Il n'est pas passé par l'entrée principale. S'il a utilisé le billet, il est entré par l'est, par le couloir de la Seine. Merci. Nous avons quitté le bâtiment et sommes restés sur le trottoir. » Poirot a sorti un petit carnet et a noté quelques mots. « Tu penses qu'il a accès par l'arrière ?» demandai-je. « Je pense qu'il est. Il fait partie du théâtre, » répondit Poirot, « ou l'était. C'est pourquoi personne ne le questionne. Il appartient et n'appartient pas, comme un fantôme revenu voir une pièce et qui ne se souvient plus de lui. » Nous sommes rentrés à Whitehaven Mansion juste au moment où le brouillard commençait à tomber. À l'intérieur, Poirot déposa les fragments du camé sur son bureau et commença à les réarranger, pièce par pièce, comme une mosaïque. « Il y a autre chose ici, » murmura-t-il, « un lien encore inconnu. » Je me suis assis en face de lui, observant la concentration dans son expression. « Poirot, dis-je doucement, penses-tu que Madame Dulac est réellement en danger? » Il leva les yeux. « Elle est déjà en danger, Hastings, mais elle ne sait pas de qui. » Il plaça le dernier fragment, une boucle d'ivoire qui ressemblait au bord d'un visage, à côté des autres, et recula. « Voilà, dit-il. L'image était incomplète, mais les caractéristiques de la sculpture étaient désormais plus claires. Non pas une figure sans nom, comme je l'avais supposé, mais le profil d'une femme, avec les cheveux tirés en arrière, et une broche distinctive gravée sous le décolleté. » Poirot l'a tapoté. Ce n'était pas une apparition anonyme, c'était une ressemblance. La prise de conscience s'est faite. Vous voulez dire que la sculpture représentait quelqu'un que Madame Dulac connaissait? Non, dit Poirot. Bien sûr, quelqu'un qui la connaissait, peut-être intimement, et qui croyait qu'elle avait oublié. Il se leva brusquement. Je dois lui reparler. Ce soir. Je me suis levé à mon tour. Je viens. Non, mon ami, je dois y aller seul. Il récupéra son manteau et partit en toute hâte, sa silhouette disparaissant dans le brouillard au moment même où les cloches de Saint-Martin sonnaient 6 heures. Je suis resté derrière, fixant les fragments laissés derrière
si je ne savais pas encore pourquoi, je ne pouvais pas me débarrasser de l'impression que quelque part dans le motif se trouvait non seulement le visage d'une femme, mais le visage de celui qui l'avait brisé. Chapitre 4. Le visiteur dans le brouillard. Le brouillard s'était épaissi jusqu'à devenir velouté lorsque Poirot arriva rue Montaigne, les 3 croissants de Kensington, où Madame Céleste Dulac louait une maison de ville modeste mais décorée avec goût. Elle se dressait derrière un portail bas en fer forgé, à moitié englouti par le lierre, son lampadaire projetant un faible halo dans la brume. Poirot fut introduit par une servante qui murmura à peine et lui offrit du thé dans une délicate tasse de porcelaine qu'il toucha à peine. Madame Dulac le rejoignit au salon quelques instants plus tard, vêtue non pas de ses soieries habituelles, mais d'une robe grise, le visage dénué du maquillage et de la poudre de la scène. Sans cet artifice, elle paraissait plus âgée, moins comme une star que comme une femme poursuivie par quelque chose qu'elle ne pouvait nommer. « Je vous suis reconnaissante d'être venu, monsieur Poirot, » dit-elle en s'enfonçant dans le canapé en face de lui. « Je me sens mal à l'aise depuis notre dernière conversation. »« C'est parce que, madame, » dit doucement Poirot, « vous êtes traquée. » Ses yeux se posèrent sur lui, surprise, puis elle les baissa. « Par qui ?» murmura-t-elle. « C'est ce que j'ai l'intention de découvrir, mais d'abord, vous devez m'aider en répondant sans omission, sans artifice, comme si vous ne jouiez pas, mais confessiez. » Elle hocha la tête. Poirot se pencha en avant, les doigts joints. « Le camé, Madame Dulac, ce n'était pas seulement un souvenir, c'était une ressemblance. » Ses yeux s'écarquillèrent. « Oui, tu as raison. De qui ?»« Ma mère, » dit-elle doucement. « Quand elle était jeune, elle a été sculptée d'après une photographie par un artisan itinérant. Ma grand-mère l'a fait réaliser juste après les fiançailles de ma mère. » Le regard de Poirot s'aiguisa. Fiançailles à un homme qu'elle n'a jamais épousé, un homme dont elle a refusé de parler plus tard. Je n'ai jamais su son nom, seulement que quelque chose avait terriblement mal tourné. Et vous croyez que la destruction du camé est liée à cette histoire ? Elle hocha la tête. Je n'en ai jamais parlé à personne. Mais maintenant, quelqu'un doit le savoir, quelqu'un de l'époque. Poirot pencha la tête. Vous avez dit que votre mère était décédée il y a 5 ans. Avant cela, avait-elle déjà été contactée par quelqu'un de son passé, quelqu'un d'inhabituel, une visite, une lettre ? Madame Dulac hésita. Il y avait une lettre. Je l'ai trouvée parmi ses affaires après son décès. Elle n'était pas signée, juste une date et une phrase. Tu as menti. Tu as menti, traduisit Poirot. Oui, je n'ai jamais compris. Tu l'as toujours ? Elle hocha la tête et se leva, disparaissant brièvement dans la pièce voisine. Elle revint avec une enveloppe fine, jaunie au coin. Poirot la prit délicatement et examina le papier. Pas d'adresse de retour, pas d'écriture manuscrite au recto, seulement la date, 12 mars 1902, et la phrase « Tu as menti » griffonnée sur la page à l'intérieur. Ce n'était pas un envoi postal, a-t-il dit. C'était une remise en main propre. Elle ne dit rien, et le silence confirma ses soupçons. Poirot se leva. « Madame, je dois vous poser une question désagréable. Votre mère a-t-elle eu un enfant avant vous? Ou en a-t-elle perdu un ?» Elle détourna le regard. Il y avait des rumeurs. Parmi les membres les plus âgés de notre famille, ma grand-mère disait que la saison du chagrin. Ma mère n'a jamais rien confirmé, mais elle pleurait parfois dans son sommeil. Le regard de Poirot se rétrécit légèrement. Je crois que quelqu'un t'observe. Je crois que quelqu'un se sent trahi, pas par toi, mais par la femme dans ce médaillon. Madame Dulac serra ses bras autour d'elle. Tu penses que c'est une vengeance ? Je pense, a déclaré Poirot, que c'est un héritage.
frappa soudainement à la porte d'entrée. Poirot se retourna. Madame Dulac parut alarmée. « Je n'attends personne. » La servante apparut, les yeux écarquillés. « Madame, il y a un monsieur dehors. Il dit venir rendre quelque chose. » Poirot s'avança. « Demande-lui son nom. » La servante disparut. Quelques instants passèrent, puis elle revint, la voix tremblante. Il dit qu'il s'appelle personne. Le visage de Poirot s'assombrit. « N'ouvre pas la porte, » dit-il rapidement, mais il était trop tard. Un craquement de gonds, un vent froid, et un homme entra dans l'entrée. Il était grand, mince, vêtu d'un pardessus couleur cendre. Ses yeux étaient bleu pâle, presque incolores, et il portait un chapeau à larges bords qui lui tombait bas sur le front. Dans une main, il tenait une petite enveloppe. Il regarda d'abord Madame Dulac, puis Poirot. « Je n'ai rien contre toi, » dit-il à Poirot. Sa voix était neutre, comme dénuée d'émotion. Poirot fit un pas en avant. « Et pourtant, vous la portez à sa porte. » L'homme l'ignora et se tourna vers Madame Dulac. « Tu as oublié, c'était ton péché. »« Je... » commença-t-elle, mais l'homme leva la main. Elle a oublié ce qu'elle devait. Et le passé, madame, finit toujours par payer. Poirot se plaça désormais entre eux. « Tu vas t'expliquer tout de suite. » L'homme le regarda fixement et, pour la première fois, quelque chose changea sur son visage, non pas de la colère, mais du chagrin, tendu comme une toile. « Je suis venu pour rendre ce qui a été pris, » a-t-il déclaré. Sur ce, il posa l'enveloppe sur la table et se retourna. Sans un mot, il retourna dans la nuit et disparut. Madame Dulac s'effondra sur le canapé. Poirot tendit la main vers l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait une photographie, froissée, décolorée, mais reconnaissable entre toutes. Une jeune femme, le même visage que celui du camé, tenant un bébé dans ses bras. Derrière elle se tenait un homme, les traits obscurcis, mais sa présence imposante. Il y avait une deuxième note. « Je suis revenu. Pour elle, pour toi. Je suis revenu pour elle, pour toi. » Poirot plia soigneusement la photographie et la glissa dans sa poche. « Nous devons agir maintenant, » a-t-il déclaré, « avant que ce passé ne devienne votre avenir. » Plus tard, de retour à Whitehaven Mansion, Poirot posa la photo sur son bureau et la contempla jusque tard dans la nuit. J'étais revenu avant lui et je l'avais trouvé ainsi, immobile comme une statue, le front plissé d'une gravité inhabituelle. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» demandai-je. Il ne répondit pas tout de suite, puis il dit « Cela signifie que nous n'avons plus affaire à un message. » Je fronçai les sourcils. « Et alors ?» Il s'est tourné vers moi. « Nous traitons une réclamation. » Une réclamation. Poirot tapota la photographie. Cet homme croit avoir perdu quelque chose. Il croit qu'elle l'a pris. Et maintenant, il revient non pas pour menacer, mais pour collecter. Chapitre 5. L'homme appelé personne. Il était un peu plus de 7 heures le lendemain matin lorsque j'ai trouvé Poirot déjà réveillé, entièrement habillé et assis à la table du petit déjeuner, lisant une fois de plus la lettre, celle laissée par l'homme dans le brouillard. Il a à peine touché à son thé. « Bonjour, Hastings, » dit-il doucement, sans lever les yeux. « Tu as bien dormi ?»« Assez bien, » répondis-je, même si, à vrai dire, j'avais rêvé d'ivoire brisé et de visage embué, d'une femme pleurant derrière un rideau qui ne se levait jamais. « Et vous ?» Il fit un léger sourire. « Je n'ai pas besoin de dormir quand j'ai un mystère pour compagnie. » Je me suis servi un café et je me suis assis en face de lui. Alors, cet homme, ce personne, qui est-il ? « Voilà, mon ami, » dit Poirot en tapotant délicatement l'enveloppe du bout du doigt, la question à laquelle j'ai l'intention de répondre avant que quelqu'un d'autre ne meure. Je marquai une pause surprise. « Tu crois qu'il est capable de... » Poirot leva la main. « Ne présumons pas de violence.
mais présumons du désespoir. Il attend depuis longtemps, trop longtemps, une réponse qu'il croit lui avoir volée. Il se leva brusquement, et les hommes désespérés sont dangereux. Notre première visite fut au bureau d'état civil de Kensington. Poirot avait téléphoné pour demander l'accès aux actes de naissance et de baptême des années 1880 à 1902. Il fut conduit dans une petite salle de lecture par un commis portant des lunettes à monture d'écaille et affichant une déférence confuse. La mère de Madame Dulac s'appelait Aimée Lavergne, expliqua Poirot. Je recherche des documents attestant de la naissance d'un enfant portant ce nom ou une variante de celui-ci. Cela prit un certain temps. On sortit des archives des tomes poussiéreux, on tourna les pages délicatement sous des mains gantées. Au bout de 45 minutes, Poirot marqua une pause sur une ligne. « Voilà, murmura-t-il. Je me suis penché. L'entrée disait « Clara Lavergne, née le 2 mars 1902, mère Aimée Lavergne, père non mentionné, baptisé paroisse Saint-Vincent de Clerkenwell. Mais le nom de Madame Dulac est Céleste, dis-je. En effet, elle est née en 1905, ce qui signifie que Clara est née la première, puis a disparu des archives familiales. » Poirot se rassit dans son fauteuil, les yeux brillant maintenant d'une intensité silencieuse. Il y avait un enfant avant Céleste, caché, effacé peut-être, mais pas oublié. Nous avons quitté le bureau d'état civil et Poirot a hélé un taxi. « Paroisse Saint-Vincent, dit-il, Clerkenwell. » L'église était un modeste bâtiment en pierre, niché entre des immeubles en briques et une chapellerie aux volets fermés. À l'intérieur, une odeur d'encens et de cirage flottait. L'air était calme et empreint de recueillement. Un prêtre nous accueillit, le père Bellamy, un homme au regard bienveillant et à la prudence prudente. « Oui, je me souviens du nom de Lavergne, » dit-il après que Poirot eut expliqué notre question. « Clara a été baptisée ici, mais elle n'a pas grandi dans la paroisse. »« Que lui est-il arrivé ?» demanda Poirot. Le père Bellamy hésita. « Je me souviens de murmures. La mère, Aimée, avait amené l'enfant seul. Il n'y avait aucune mention du père, ni d'adresse de retour. Elle était nerveuse, effrayée même. Elle a fait un don et est partie avant que je puisse lui demander grand-chose. Est-ce qu'elle a emmené l'enfant avec elle ? » ?»« Non, » répondit doucement le prêtre. « Le bébé est resté. Il a été laissé avec un mot demandant qu'on prenne soin d'elle et qu'elle ne soit pas rendue à sa famille. En moins d'une semaine, elle a été adoptée. » Les sourcils de Poirot s'arquèrent. « Adoptée par qui ?» Le père Bellamy consulta un registre et en sortit une page à l'encre délavée. Parents adoptifs, Marguerite Gray, veuve. Madame Gray était sans enfant. Elle vivait seule en bordure de Beau. Elle a recueilli Clara et a changé son nom de famille. J'ai perdu leurs traces après 1905. Poirot étudia l'entrée pendant un long moment. « Merci, mon père. » Alors que nous partions, il leva les yeux vers le clocher. « Il n'y a pas de blessure plus profonde, a-t-il dit, que celle d'être effacée. En fin d'après-midi, nous avons retrouvé la trace de la dernière adresse connue de Marguerite Gray. La maison avait été démolie depuis longtemps, mais une vendeuse de l'épicerie du coin se souvenait du nom. « Elle a eu un garçon, » dit la femme. « Un type discret. Il a grandi bizarrement. Il observait constamment les choses. Il n'était pas tout à fait normal, disait-on. Il a quitté la ville à peine adulte. »« Un nom ?» demanda Poirot. « Simon, dit-elle. Simon Gray. » Poirot se figea, puis il se tourna lentement. « Simon, l'enfant biblique qui attend et n'est pas choisi. » Ce soir-là, de retour à Whitehaven Mansion, Poirot se tenait devant la cheminée, une carte de Londres étalée sur le sol, des épingles et des fils marquant les points clés. Saint-Vincent, la rue Montaigne, le théâtre du Lys,
J'ai versé 2 eaux de vie et je lui en ai tendu une. Ce Simon Gray, tu crois que c'est l'homme du théâtre? Je crois que c'est l'homme du brouillard. L'homme qui signait son message par personne. Poirot sirotait son brandy. Il n'est pas fou, Hastings. Il est oublié. Et c'est une folie puissante en soi. On a frappé à la porte. Mademoiselle Lemont est apparue avec un télégramme. Poirot l'ouvrit, les yeux plissés tandis qu'il lisait. Réginald Venn trouvé inconscient dans son bureau. Stop théâtre validé. Stop rien n'a été volé. Stop. Poirot a plié le message. Cela a commencé, dit-il doucement. Nous atteignîmes le théâtre du Lys en moins de 20 minutes. Le brouillard s'était à nouveau épaissi, enveloppant les lampadaires d'une étrange aura dorée. À l'intérieur, la salle était sombre et froide. La police s'activait, parlant à voix basse. Réginald Venn était allongé sur un canapé en coulisses, un bandage autour de la tempe, un agent à ses côtés. Il s'agita à notre entrée. « Je ne l'ai pas vu », murmura Venn. « Il est passé par derrière. » Il a dit qu'il cherchait quelqu'un, puis l'obscurité. « A-t-il dit un nom ?» demanda Poirot. Venn hocha faiblement la tête. « Clara », murmura-t-il. Poirot se tourna vers le gendarme. « Fouillez le bâtiment, chaque couloir, chaque escalier, il est peut-être encore à l'intérieur. » Nous avons suivi les agents dans les profondeurs du théâtre, dans les salles de costumes, les placards à accessoires, les appartements derrière la scène, et puis, dans les coulisses, nous l'avons trouvé. Un deuxième message. Dessinés à la craie sur le plancher de la scène, des lettres tordues, mais reconnaissables entre mille. « Je suis le miroir, je suis le miroir. » Poirot fixa l'écriture. « Personne ne se voit clairement, » murmura-t-il. Mais lui, il croit le voir clairement. Il s'est tourné vers moi, la voix basse. Simon Gray ne cherche plus de réponse, Hastings. Il croit qu'il est la réponse. Alors que va-t-il faire? Le visage de Poirot était sombre. Il reviendra vers la femme qui, selon lui doit la vie. Et Céleste, Poirot m'a regardé droit dans les yeux,